Bonjour à toutes et à tous. Donc, en ce début d'année 2022, il est d'usage de souhaiter une excellente année et puis donc d'adresser les meilleurs vœux de santé et de bonheur. Au nom de l'animation nationale et interdome d'Hérita, je suis heureuse de vous accueillir pour ce nouveau webinaire d'Hérita. Alors, en préambule, je vais rappeler que ce webinaire s'inscrit dans le cadre du projet rural Transagridom et qui bénéficie à ce titre d'un financement du ministère en charge de l'Agriculture et de l'Europe. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet nouveau et prometteur, à savoir la cosmétopée forestière. Donc le webinaire va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, nous allons avoir 2 présentations. Par Alba Zaremski, qui est chercheuse au CIRAD, experte en pathologie des bois et responsable scientifique du projet FEDER Aquilaria en Guyane, et Monsieur Didier Tcha, qui est agriculteur à Regina en Guyane, président de l'association des producteurs d'Aquilaria, de plantes à parfum et aromatiques de Guyane, donc l'association qui s'appelle Aquipag. Et il est également accompagné de 2 agriculteurs, Monsieur Huya, agriculteur à Cacao, et Monsieur Pierre Tcha, agriculteur à Regina. Donc pendant les présentations, nous vous invitons à poser des questions sur le chat qui est modéré, et les questions seront ensuite posées par l'équipe d'animation lors de la 2e partie du webinaire. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Alba Zaremski et mettre en ligne le diaporama. Donc à vous, Alba. Merci. Alors tout d'abord, nous tenons à vous remercier de nous avoir invités dans le cadre des webinaires d'Hérita pour vous présenter le sujet sur un concept novateur qui est la cosmétopée forestière. Sujet qui fédérera une centaine de participants dans le cadre du colloque intitulé « Arbres et autres plantes de la cosmétopée, perspectives d'innovation et de valorisation des filières en Outre-mer », qui se déroulera du 28 au 30 mars 2022 en Guyane. Ce colloque vous sera présenté très brièvement à la fin de mon exposé. Durant le déroulé de l'exposé, je vous présenterai donc en premier un état de l'art sur ce que c'est la cosmétique, la cosmétopée et la cosmétopée forestière. Le 2e chapitre sera dédié à des plantes ligneuses les plus utilisées pour leurs propriétés cosmétiques, à travers de quelques exemples. Le 3e chapitre sera les opportunités que fournissent les Outre-mer dans la cosmétopée forestière, des exemples des filières qui se mettent en place. Le 4e chapitre sera la recherche et la valorisation des molécules d'intérêt pour les acteurs. Et 5e chapitre, une conclusion. Et le 6e chapitre, comme je l'ai dit tout à l'heure, une présentation très brève du colloque de la cosmétopée forestière. Le mot cosmétique vient du grec kosmetikos, adjectif dérivé de cosmos dans son sens d'ornement. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a défini de façon très officielle la cosmétique par les termes suivants. Un produit cosmétique est une substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties du corps humain, par exemple la peau, les cheveux, les ongles, les lèvres ou encore les dents, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou d'en corriger les odeurs. Les produits cosmétiques sont généralement utilisés par application topique et concernent l'hygiène pour la peau, pour les dents, les ongles et les cheveux, le soin pour la peau, les cheveux et pour les lèvres, et l'embellissement, principalement pour le visage, les autobronzants, l'eyeliner, les fards, les gels, les lacs, les rouges à lèvres, les teintures et peintures, les vernis à ongles et les parfums. Pour ce qui est de la cosmétopée, donc c'est un concept qui a été inventé par la Cosmetic Valley
le 5 mars 2010. Ce concept vise à faire reconnaître l'importance des traditions liées à la cosmétique et d'en faire un levier de conservation de la biodiversité et un support d'éducation et de partage de bonnes pratiques et un outil de développement local. La première thèse dans ce domaine a été soutenue à l'Université de Polynésie française en 2016 par Jean-Luc Ancel, fondateur de la Cosmetic Valley. Il faut dire que la cosmétopée s'inscrit dans le cadre du protocole de Nagoya. Elle est à la cosmétique ce qu'est la pharmacopée traditionnelle à la pharmacie, à savoir une encyclopédie des plantes et de leur usage traditionnel dans le domaine de la beauté. Pour ce qui est de la cosmétopée forestière, pour nous, c'est un concept novateur, car le sujet est très peu documenté et des écrits très peu disponibles. Pareil, en 2016, une première étude donc de la cosmétopée tropicale a mis en lumière des plantes ligneuses d'origine tropicale les plus utilisées en cosmétique ou en dermatologie, et une description de quelques exemples remarquables au niveau de la composition chimique et des activités biologiques. Donc, le chapitre 2 concerne les plantes ligneuses les plus utilisées pour leurs propriétés cosmétiques, à travers de quelques exemples. Ici, il s'agit de Limonia acidissima, qui est surnommée également pomme à coque. Il est la seule espèce du genre Limonia de la famille des rutacées. C'est un parent proche des agrumes. Il est utilisé dans la protection contre le soleil et les insectes. Il est utilisé pour le soin de la peau et pour l'embellissement. Ici, l'arbre concerné est le karité du genre Vitellaria. Il est appelé également l'arbre à beurre ou l'or des femmes. C'est un arbre qui appartient à la famille des sapotacées. Les amandes de ces noix sont utilisées pour fabriquer le beurre de karaté. Et là, il est utilisé dans cette diapositive pour le soin de la peau. C'est un hydratant. Il contient donc la vitamine E, un antioxydant et un anti-inflammatoire. Dans cette diapositive, vous pouvez voir le roucouillet, Bixa orellana, qui est une espèce d'arbre ou d'arbuste de la famille des bisaciées, originaire des régions tropicales d'Amérique du Sud. Ses fleurs sont roses et il donne des fruits rouges à épines, remplis de graines rouges elles aussi. L'enveloppe de celle-ci donne une teinture appelée roucou. Ici, dans cette diapositive, nous voyons qu'il y a la protection contre le soleil, les insectes, aussi utilisé pour le soin de la peau, comme un éclaircissant, un antiseptique, un nettoyant, et pour l'embellissement, dû à son colorant. Ici, il s'agit du safoutier, qui est Dacryodes edulis, qui est un arbre fruitier oléifère de la famille des Burséeracées. Le fruit est comestible, le fruit s'appelle le safou, et là, il est utilisé pour le soin de la peau. Pour ce qui est du troisième chapitre, nous allons parler donc des opportunités que fournissent les Outre-mer dans la cosmétopée forestière, des exemples de filières qui se mettent en place. Ici, nous voyons donc l'arbre acularia. Alors, l'arbre acularia, sa stratégie de défense consiste à sécréter une oléorésine très odorante qui est appelée l'agarwood, l'oud, le bois d'aigle ou le bois d'aloès, etc., etc. Cet agarwood est utilisé depuis des siècles pour la fabrication d'encens. Pour ses propriétés médicinales, ce bois joue également un rôle important en médecine traditionnelle chinoise, tibétaine et ayurvédique. Il est utilisé comme sédatif, cardiotonique, aphrodisiaque ou contre la fièvre, les rhumatismes. Cette filière se met actuellement en place avec les agriculteurs ici présents et pourront ainsi répondre à vos questions sur cette filière. Aniba roseadora,
donc qui est une espèce patrimoniale de Guyane exploitée dès 1875. Le bois de rose a largement contribué à l'économie de la Guyane durant près d'un siècle. L'huile essentielle est encore recherchée par le secteur de la parfumerie, cosmétique et celui de l'aromathérapie. Pour ce qui est du santal, le santal polynésien Santalum insular est un endémique de la Polynésie orientale avec plusieurs variétés, dont certaines sont endémiques de la Polynésie française. Les principales utilisations médicinales nécessitent l'inhalation, l'ingestion ou l'application de poudre, cendres, vapeur, fumée ou monoï au santal. Le santal traite différents maux incluant des marctoses et les plaies. Les utilisations du santal en tant que parfum ou cosmétique tiennent toutes à l'emploi du monoï parfumé au santal. Ce monoï est l'un des plus estimés en Polynésie française. Il est utilisé en soins du corps et de la chevelure. Les nouveau-nés sont ainsi massés avec ce monoï afin de permettre une bonne cicatrisation du nombril. Ici, le tamanou, donc, qui est Calophyllum inophyllum, qui est appelé localement tamanou en Polynésie française, est un arbre pérenne tropical poussant le plus souvent le long des rivages marins. Ses écorces, feuilles et fruits dont l'huile extraite de ses noix sont encore couramment utilisées en médecine traditionnelle. L'huile de tamanou est particulièrement recommandée pour traiter différentes sortes d'affections dermatologiques et soins de la peau, et est employée en application topique, aussi bien sur la peau que sur les lésions membranaires de la muqueuse. Ici, le bois d'Inde, donc, qui est une plante aromatique largement utilisée en médecine traditionnelle, en cosmétologie et récemment valorisée pour son potentiel antimicrobien dans le secteur de l'agriculture. Le bois d'Inde, donc Pimenta racemosa, appartient à la famille des myrtacées et est originaire des îles et des régions continentales du bassin caribéen. Voilà. Donc après les agrumes. Donc les agrumes sont des fruits qui présentent une particularité peu commune. Ils produisent dans leur peau un composé huileux appelé huile essentielle qui fait le bonheur des parfumeurs et des cosméticiens. Le cédrat a été bien utilisé en droguerie et comme remède par les Romains, les Grecs, les Arabes et les Égyptiens, bien avant d'être considéré comme un aliment. Le cédrat est un répulsif de vers et d'insectes des vêtements. C'est un vomitif en mélange avec du vin. Il est antidote de poisons mortels. C'est un parfumeur d'haleine, digestif, antitussif, médicament contre les douleurs du foie, les syncopes et les palpitations. L'une des principales propriétés médicinales des agrumes, évidemment, est l'action antiscorbutique grâce aux fortes teneurs en vitamine C, qui a sauvé de nombreux marins au long cours dès le XVIIIe siècle. Ici, le baobab. Donc, les baobabs sont représentés dans le monde par un ensemble de 8 espèces, dont la majorité sont endémiques de Madagascar. La plus connue est Andocyonia digitata, l'espèce africaine. Évidemment, son gigantisme, sa morphologie et sa longévité en font une espèce patrimoniale à haute valeur écotouristique. Le baobab est un arbre utile, multiservice. La quasi-totalité de ses organes ont des usages alimentaires ou non alimentaires. Par exemple, ses écorces, une fois effilées, servent de cordage. Le parenchyme ligneux dont est constitué le tronc sert à construire des cases temporaires, en particulier à Madagascar. Ici, le giroflier. Donc, le giroflier est un arbre cultivé dans de nombreux pays tropicaux situés dans la plupart sur le pourtour de l'océan Indien. Le clou de girofle est destiné au marché des épices, soit entier, soit en mélange, comme le masala, le curry. La plupart des clous produits dans le monde alimentent l'industrie de la cigarette traditionnelle indonésienne, la kretek, composée d'un mélange de tabac et de clous de girofle. Cette industrie utilise 70% de la production mondiale. L'huile essentielle de girofle est
plastifiantes, anesthésiantes, antimicrobiennes, antifongiques, herbicides et organoleptiques qui sont déployés dans les secteurs de la cosmétique et du parfum, de la dentisterie, de la médecine humaine et vétérinaire, de la nutrition animale, de l'agroalimentaire et de l'aromathérapie. Enfin, le niaouli, qui est une essence native colonisatrice des milieux ouverts de Nouvelle-Calédonie. C'est une espèce indigène prédominante en Nouvelle-Calédonie et appartient à la famille des myrtacées. C'est à partir des fleurs de niaouli qu'est produite dès 1888 une huile essentielle. Ces huiles essentielles sont connues pour ses nombreuses propriétés antiseptiques et décongestionnées, notamment pour les voies respiratoires et la peau. C'est sous le nom de goménol que ce produit naturel est utilisé comme produit pharmaceutique. Il relève d'une des plus anciennes industries de Nouvelle-Calédonie. Donc, cette diapo, elle est dédiée donc à la recherche et la valorisation des molécules d'intérêt et qui sont le fait de trois principaux acteurs. 1. Les centres de recherche publics dans les secteurs de la chimie et de la pharmacie. 2. Les sociétés privées d'ingrédients importantes comme Givaudan, Firmenich, IFF, Sunrise, Solabia, Mann, Robertet, Croda, Muller, etc., etc. Et 3. Les grandes sociétés de produits cosmétiques dotées de laboratoires de recherche comme L'Oréal, LVMH, Johnson & Johnson, Chanel, Clarins, Sisley, Coty. Pour finir, en conclusion, les composants des arbres sont d'un concours précieux, notamment dans la lutte contre toutes sortes de maladies et pour la protection, l'entretien et l'embellissement du corps. Les peuples autochtones restent encore en étroite relation avec la nature, la pharmacopée et la cosmétopée traditionnelle. Les savoirs et savoir-faire locaux sont un patrimoine unique où la transmission intergénérationnelle est un enjeu capital. Les arbres de la cosmétopée forestière sont de belles perspectives de créativité et d'innovation pour la cosmétique et la parfumerie, par la valorisation durable de la biodiversité, l'organisation de la production et des filières, en particulier des produits des arbres, apporteront aux populations locales des ressources, une meilleure connaissance de leurs traditions dans le domaine de la cosmétopée et un développement local grâce au lien entre la tradition et la recherche, et l'intérêt croissant pour la biodiversité, les produits naturels, la plus grande rapidité de mise sur le marché, l'implication des collectivités locales pour la valorisation de leur territoire et la création de la cosmétopée comme outil de développement devrait favoriser une évolution sensible de la recherche et le développement d'actifs dans le domaine de la cosmétopée. Et le colloque sur la cosmétopée forestière qui se déroulera donc du 28 au 30 mars 2022 en Guyane participera ainsi à conserver et valoriser le savoir pour que celui-ci ne disparaisse pas. Et en dernier, pour finir, donc, je vous présente le poster du colloque qui se déroulera donc du 28 mars au 30 mars en Guyane. Vous avez le lien du site web de ce colloque et vous pouvez y voir, enfin voilà. Donc les principaux objectifs et les thématiques sont donnés donc sont présentés dans ce site. Voilà, donc pardon. Merci, je vous remercie pour votre attention. Merci Alba. Du coup, on va passer la parole à Monsieur Tcha. Il témoigne de son expérience. Bonjour. Pourquoi on a choisi l'Aquilaria? Tout simplement, nos ancêtres, nos parents, arrière-parents, parents, ils connaissaient cet arbre pour tout simplement ses multiples propriétés médicinales qu'ils ont utilisé ça au Laos.
Et pourquoi on a choisi aussi cet arbre-là comme projet en Guyane? Parce que nous avons un climat similaire au Laos. Pardon. À part qu'en Guyane, on a peut-être 3 ou 4 mois de pluie plus que le Laos ou tous les pays de l'Asie. Donc, pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une phase expérimentale en partenariat avec le CIRAD? Parce que comme le climat il est similaire, mais différemment au niveau des temps fluviaux. Et donc, on a constaté que depuis quelques années d'expérience sur le terrain, les arbres ils poussent bien, il n'y a pas de maladie, ils se comportent très bien. Donc, c'est pour ça que nous partons sur ces filières. Et nous partons sur ces filières, c'est pas seulement pour les retombées économiques, mais aussi pour sa capacité médicinale. Et on sait très bien que l'huile peut soigner les rhumatismes, peut aussi soigner tout ce qui est asthmatique, etc. Donc, Alba a souligné déjà pas mal sa fonction médicinale. Sinon, qu'est-ce qu'on cultive comme autre arbre, des agrumes aromatiques en Guyane? Il y a aussi ceux qui font les bois de rose, ceux qui font les cerises du pays qui contiennent beaucoup de vitamine C, aussi du durian, aussi du mangoustan, c'est tous de la mandarine, c'est tous des fruits qui apportent beaucoup de vitamines, qui aussi des capacités d'extraire de son huile pour de la parfumerie ou pour les massages. Ce que je peux dire sur l'aquilaria et sur les agrumes de Guyane. Et aussi, peut-être le plus important, c'est des retombées économiques sur l'huile essentielle d'aquilaria. Et que tu es dans une démarche éco-responsable. Et que, voilà, donc nous sommes dans une démarche de certification. Voilà, de certification avec Ecocer. Voilà, ça c'est le plus important parce que aujourd'hui les grandes entreprises parfumerie veulent des plans sains, donc nous sommes dans cette démarche et pour l'instant ça passe très bien. Merci. Donc si vous avez d'autres questions à poser. Merci Monsieur Tchab. Du coup, je vais passer la parole à Franck Angelric, mon collègue de l'animation nationale, pour voilà, vous poser quelques questions et apporter quelques précisions. Merci Madame Zanowski et Monsieur Tchab pour vos présentations intéressantes qui ouvrent un domaine relativement peu connu sur le concept de la cosmétopée forestière. Alors, globalement, on comprend que cette approche de cosmétopée forestière permet de valoriser des savoirs traditionnels dans, a priori, des activités qui présentent de fortes valeurs ajoutées potentielles. Donc ça, globalement, vous avez un marché. Et les questions première question qui se pose, c'est qu'entendez-vous par organisation de la filière? Bon. Donc là, on vous demandera une petite réponse. On entend bien que ça peut être donc du coup de la production à l'utilisation finale, mais essayez de nous dire quelles sont vos expériences sur le sujet. Voilà, déjà pour une première question. Et puis je continuerai ensuite avec les suivantes. Enfin, moi, en tant que chercheur, justement, ma question à moi, c'est vraiment comment opérer un changement d'échelle entre résultats de la recherche et émergence de produits pour avoir une position sur les marchés nationaux et internationaux. Voilà. Donc, ça, c'est une de mes questions. En fait, on essaye maintenant, pour la mise en place de la filière d'acularia, qui est partie de graines, de recherche. Aujourd'hui, où nous en sommes, c'est aller de l'avant, peut-être avoir une unité de distillation pour favoriser après, pour obtenir les produits d'intérêt pour l'industrie et la cosmétique. Voilà.
Et une petite détail, c'est que depuis 5-6 ans qu'on a mis en place, les plus grands arbres, ils font déjà plus de 10 mètres, qui ont un diamètre à près de 10 à 15. C'est 2 fois plus grand qu'en Asie. Donc, c'est un très bon point pour nous, les agriculteurs en Guyanais. Et si on part sur la tisane, donc les feuilles sont prêtes aussi à mettre en sachet, en même temps de mettre en place une distillation. Voilà, donc il y a de quoi faire, et les grandes entreprises de métropole, ils attendent que nous on donne le feu vert. Donc, dans la suite des questions, on vous demandera probablement de donner peut-être un petit peu plus de concret dans comment vous organisez cette plantation, cette filière. On comprend bien qu'avec les résultats de la recherche, vous avez mis en place des systèmes de plantation. Donc après, vous allez produire finalement soit des feuilles, soit des huiles. Mais après, il y a le lien qui intéresse pas les personnes. C'est, bon, une fois que vous avez votre produit, l'huile essentielle, je suppose qu'il faut quand même qu'elle ait un usage reconnu et qu'il y ait le marché pour. Oui, tout à fait. Donc, nous, là, nous sommes sur une association, mais de suite, dans la foulée, on va mettre une structure comme coopérative qui va aussi créer des emplois. Donc, nous, comme on dit ici, nous, les agriculteurs, on sait que planter, mais pour la partie commerciale, il va falloir embaucher un technico-commercial pour nous aider justement à commercialiser, prendre contact avec les entreprises. Il faut une structure assez solide pour pouvoir justement entrer en relation avec toutes les parfumeries de France ou de l'Europe. Sans cette structure, nous, on va pas pouvoir gérer, quoi. Donc, voilà. Oui, d'où, si je me permets, d'où ce colloque, en fait. On espère beaucoup du colloque, en fait, parce qu'en fait, c'est vraiment autour de ces questions. C'est aussi comment transposer, par exemple, une réussite locale d'une filière à une autre filière située dans un autre territoire. Par exemple, en Polynésie française, bon, ils ont réussi certaines filières comme le monoeil, d'autres, et nous, voilà, on est très intéressés pour savoir comment ils ont fait et comment ils s'y sont pris pour ici en Guyane faire la même chose. Bon, on va pas les copier parce qu'on n'a pas du tout, c'est pas du tout le même territoire, mais en fait, voilà, pour toujours être dans l'action et pour vraiment véritablement mettre en place une filière ici en Guyane. Oui, merci. Autre préoccupation, enfin une question qui sont un peu entre elles. Avez-vous mis en place une démarche éco-responsable? Déjà, alors au-delà de l'aspect éco-cert, enfin vous allez peut-être développer. Et ça, c'est un peu en lien avec les espèces que vous utilisez et que vous plantez. On est bien d'accord que le principe, c'est des plantations. On ne va pas utiliser les espèces, enfin les plantes sauvages. Oui, c'est que de la culture en plein champ, voilà. Oui, puis la couverture végétale. Ah, oui. Donc, et aussi. Oui, voilà. Là, donc là, pour éviter aussi les érosions, tout ça, donc on nous conseille, c'est par exemple la Chambre d'agriculture ou la direction de l'agriculture, la forêt nous conseille de mettre des plans de couverture qui apportent de l'azote, mais c'est des choses naturelles. Comme je vous donne un exemple, l'arachis penteuil, c'est une plante de couverture dans le sol. Et une fois que cette plante elle gagne du terrain, donc on n'a plus à désherber, on n'a plus rien à faire. Et ça permet la plantation de grandir tout seul. Voilà, donc ça rentre dans la démarche que souhaitait Ecocer. La démarche d'Ecocer, elle a été effectuée depuis le début dans les plantations. Voilà. Soit cacao, soit Régina. C'était un souhait depuis le début du projet.
Ah ben, Et aussi, c'est voilà. des passeurs agroforesterie, voilà, pour vous préciser. Parfait, donc vous répondez à ce questionnement qui est donc de la mise en place d'une démarche donc éco-responsable, donc une mise en œuvre de pratiques d'agroécologie dès la mise en place de vos parcelles de plantation. Donc c'est respectueux de l'environnement, c'est des systèmes de culture qui sont donc, on va dire, gagnant-gagnant, à forte résilience et basés sur les principes de l'agroécologie. Donc ça, c'est parfait. Et c'est bien des espèces qui sont cultivées. Donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de la protection d'espèces traditionnelles forestières. Quelles sont les autres espèces d'arbres que vous avez commencé à cultiver en lien justement avec la cosmétopée? Monsieur Hu qui va répondre, peut-être? Quels autres arbres Comme Oui, le bois de rose, je vois. oui, monsieur Diahu, je veux répondre ce que j'ai déjà mis en place sur mon exploitation. Alors, il y a quand même de Aquilaria, mandarine, orange, bois de rose, sementin, et puis embène, et puis paripou, et puis patava. qui sont de la cosmétique. Voilà, tout ça c'est ça. Voilà. Ouais. Qui peuvent intéresser donc les industriels de la cosmétique et de la parfumerie aussi, et aussi des aliments santé, évidemment. Une autre question, vous avez quels sont les liens que vous arrivez à créer? Est-ce qu'ils existent déjà ou ils sont toujours en perspective, notamment à travers le prochain colloque? Le lien entre les grandes marques utilisatrices et les filières qui s'organisent, les producteurs et vos filières en cours d'organisation. Quels sont ces liens? Alors, c'est vrai que la filière, elle est en cours d'organisation, mais on a beaucoup de liens donc aujourd'hui avec la Cosmétique Vallée et son réseau. Et en fait, durant le colloque, justement, il y aura vraiment une présentation de la Cosmétique Vallée qui se fera tout à fait en conférence plénière pour justement renforcer et puis soutenir les agriculteurs en Guyane. Parce que en fait, ils sont très intéressés par les filières qui sont en train de se mettre en place dans ce domaine-là. Et la Cosmétique Vallée qui se trouve proche de Chartres. Et en fait, c'est monsieur Jean-Luc Ancel. J'ai parlé beaucoup de Jean-Luc Ancel justement tout à fait au début dans les définitions, qui a été le fondateur et le directeur de la Cosmétique Vallée. Ça fait, je pense, une trentaine d'années. Enfin, je ne voudrais pas dire trop de bêtises, mais en fait, c'est une association. La Cosmétique Vallée, aujourd'hui, c'est une association qui regroupe tous les acteurs de la filière, y compris de la filière donc cosmétique, parfumerie, et qui regroupe les universités, les grands groupes comme LVMH, L'Oréal, et j'en passe, Givaudan, et les agriculteurs aussi. Et puis, voilà, donc vraiment les acteurs qui sont intéressés par cette filière. Mais en tout cas, ils sont très, très intéressés par la filière que nous mettons en place ici, et pour le bois de rose, et pour l'Aquilaria. Et pour d'autres maintenant, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en Guyane, il y a du potentiel. Voilà. Je vais essayer de vous montrer une photo sur, peut-être vous voyez, ça c'est trop petit, mais c'est une plantation d'Aquilaria sur la commune de l'Est de Regina, de chez moi. Voilà, ça c'est des arbres de 4 ans. Il fait déjà pratiquement 4 mètres. Voilà. Je peux vous donner une idée. Merci. Donc, deux petites questions. Une question plus pratique. Là, on a parlé de la Cosmétique Vallée comme intermédiaire entre les producteurs et les grandes marques. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts directs par des laboratoires
de recherche qui veulent savoir, qui sont à la recherche justement de cette matière première particulièrement précieuse. Oui, on a été contacté par Givaudan, par Lucas Meyer, c'est ça? Lucas Meyer. Voilà, donc pour l'instant, et puis aussi par la société aussi Elixence, qui est une société qui est dans la Drôme et qui elle a l'habitude donc de distiller, d'hydrodistiller la lavande, donc qui est très intéressée par Acularia justement. Et voilà, donc on a vraiment ces trois grandes sociétés qui se sont rapprochées de nous. En termes de plantation, ben oui, les arbres manifestement poussent bien. Quelles sont les superficies concernées? Comme l'Acularia n'est pas endémique de la Guyane, donc pour la sécurité, on a fait une demande de 11 hectares. Donc il y a 6 hectares sur la commune de Cacao et 5 hectares sur la commune de Regina. La question subsidiaire, c'est qu'est-ce que ça représente, cette surface, en termes de capacité de production et de besoins estimés de ces grandes marques? Pour 1 hectare à peu près, mais là, les agriculteurs m'arrêtent si je dis une bêtise, il y a 200 arbres. Non, si on plante seulement une parcelle que Acularia, donc ça fait 1200 arbres à l'hectare. Si maintenant on procède à la plantation agroforesterie, donc ça fait à peu près 200 à 400 arbres à l'hectare. Vous voyez, ça dépend de la distance et l'intervalle qu'on le met. Nous avons à peu près un rapport il faut pour un litre d'huile essentielle, pour un arbre qui est sain, il faut 1000 kg de bois pour avoir 1 litre d'huile essentielle de bois sain. Et d'agarroute, il faut, pour 1 litre d'huile essentielle, il faut 100 kg. Dans le cadre de l'organisation de la filière, est-ce qu'il y a donc des formations pour faire passer l'expérience de nos collègues producteurs à d'autres, que ce soit sur l'Acularia ou sur d'autres espèces? Est-ce que vous avez un mode d'organisation qui permet de former et de diffuser un peu vos pratiques? Alors, pour ce qui concerne le projet Acularia, justement, on va commencer la phase 3 de ce projet Acularia. Et les principaux objectifs dans cette phase 3, c'est vraiment le transfert de la technologie vers les agriculteurs pour que la filière s'organise et enfin existe. Donc, transfert vis-à-vis de l'inoculation, des champignons dans l'arbre, transfert de savoir si l'arbre il a de la garoude à l'intérieur, transfert de la distillation, de l'extraction de l'huile essentielle des arbres. Voilà, donc dans cette phase 3, il y a vraiment ce travail-là qui doit être mis en place avec les agriculteurs et pour que la filière, elle existe. Et aussi pour commercialiser les feuilles, parce que dans les feuilles d'Acularia, il y a des molécules anti-diabète. Et c'est quelque chose de très intéressant. Donc ça, on va, dans la phase 3, on va étudier comment on va les mettre en sachet pour pouvoir commercialiser. Voilà. Merci. Donc, nous comprenons que dans le cadre du projet Acularia, il y a clairement un accompagnement de la création, de la montée en puissance de cette filière. Pour autant, est-ce qu'il y a un cadre administratif d'aide financière sous forme de subvention, que ce soit pour l'Acularia ou pour d'autres espèces? Nous avons eu des aides pour la mise en place, pour l'expérimental et l'entretien. Mais maintenant, lancer la filière en grand volume, les subventions ne sont pas éligibles pour des plants, des jeunes plants.
Donc, il faut trouver d'autres moyens. Mais sinon, nous avons des aides justement de déforestage pour aider aux agriculteurs de défricher voilà, la forêt secondaire. Dans ce type d'organisation de la filière, si on a bien compris, vous allez assurer toutes les étapes. Est-ce qu'il est envisageable, selon l'intérêt, qu'il y ait des personnes qui ne font que la matière brute, qui ne produisent que la matière brute et qui donnent à des transformateurs, ou est-ce que vous pensez que ou les exploitants agricoles ou les producteurs assureront eux-mêmes la transformation de leurs produits, de leur matière première? Il serait peut-être plus intéressant pour nous de mettre en place une coopérative avec une unité de distillation et aussi de créer des emplois et de gérer nous-mêmes pour pouvoir commercialiser après. On a fait des démarches auprès des services de protection végétaux, c'est-à-dire que soit une entreprise qui vient en Guyane et on les livre, ils découpent, ils sèchent et après ils les transportent. Mais si pour transporter le bois brut, il faut enlever toute la peau. Voilà. Donc ça, c'est un inconvénient. Et comme c'est un arbre qui est très sensible, et dès qu'on le met on les rassemble et on les stocke dans des conteneurs, le bateau, il fait peut-être 3 semaines avant d'arriver peut-être en Europe. Donc ça crée aussi des moisissures, des choses qui sont assez compliqué. Donc, pour l'instant, cette solution n'est pas envisageable, mais nous envisageons, comme je vous explique, de mettre en place une coopérative et une unité de distillation pour les producteurs. De toute façon, il est beaucoup plus profitable pour le territoire guyanais d'avoir une plus grande valeur ajoutée sur l'huile essentielle que d'envoyer des arbres coupés en métropole, par exemple. Donc, on reste vraiment sur la valeur ajoutée des produits d'Acularia, dans ce cas-là. Oui, bien évidemment. C'est un peu comme ça qu'on l'avait compris. Mais la question se pose au sein du territoire du choix des étapes. Mais M. Tchia a répondu, à la mesure où s'il y a une coopérative qui s'organise, on peut supposer que les membres de la coopérative produiront la matière première et que la transformation se fera au sein de la coopérative pour un groupe de producteurs, afin de dégager la plus-value sur place. Je pense que vous avez aussi répondu à une question qui est posée. Monsieur Tchia a parlé tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de faire soit des parcelles pures, on va dire, soit des parcelles en agroforesterie, permettant d'associer d'autres arbres et éventuellement d'autres cultures, soit de maraîchage, soit de plantes aromatiques, n'est-ce pas? En agroforesterie, on mettra des aquilariens, bois de rose et mandarines ou des cerises. Voilà, tout ce qui peut nous rapporter une valeur positive, quoi. Et tout en respectant l'environnement, c'est-à-dire que dès le départ, on met des plans de couverture. Ou alors, s'il faut faire des amendements, c'est que des amendements bio qu'on utilise dans la parcelle. De l'agroécologie et répond un peu aux préoccupations des consommateurs et puis même de vos préoccupations, vous producteurs, afin de diversifier vos productions. Autre question. Donc du coup, petite question, comment voyez-vous cet avenir pour l'Aquilaria? Cette filière, c'est une filière prometteuse et que nous, les parents, on va préparer surtout pour l'avenir des jeunes qui sont au lycée, qui préparent leur BTS ou leur BEPA pour se mettre dans l'agriculture. Donc, c'est plutôt pour les jeunes qu'on choisit cette filière-là. Et je voudrais rajouter que aussi, un des objectifs dans la phase 3, justement, Acularia, c'est d'élargir la production, d'élargir la culture d'Acularia sur le territoire de la Guyane. Donc là, aujourd'hui, c'est plutôt l'Est, et aller
étendre davantage la culture. Voilà, donc comme la Guyane a comme des différents secteurs de terrain, c'est-à-dire que vers l'est de la Guyane, c'est plus montagneux et vers l'ouest, c'est plus plat avec des terrains sableux. Donc, on va, avec Madame Albazanski, dans les prochains jours, on va organiser avec le président de la Chambre d'agriculture de voir si éventuellement il y a des terrains dans l'ouest qui sont adéquats pour l'aquilaria. Pour toutes ces réponses, pour toutes ces informations, merci beaucoup. Je pense que on voit bien se dessiner déjà une filière aquilaria qui commence à se structurer dans le cadre de ce projet. Donc là, on peut penser que ce projet et les résultats qui en sortiront serviront d'exemple pour d'autres filières en Guyane, mais aussi pour d'autres filières dans d'autres territoires et départements d'outre-mer. Et c'est ça un petit peu l'intérêt de nos réseaux. Donc, je pense qu'on se retrouvera à la suite de votre colloque fin mars pour essayer de diffuser au sein des réseaux RITA les principales conclusions, en souhaitant, en espérant et en pensant d'avance que ce sera utile à d'autres territoires. Je repasse la parole soit à Madame Zaremski si vous avez quelque chose à rajouter, soit à Sophie Cluzot-Moulet. Merci. Merci beaucoup pour ces encouragements. En tout cas, nous serons ravis de revenir vous présenter les avancées de ce projet dans un prochain webinaire. Donc, merci beaucoup. Donc, du coup, on arrive globalement à la fin de ce webinaire et une fois n'est pas coutume, on a quasiment réussi à répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. Donc, c'est le moment pour nous de vous remercier vraiment chaleureusement et puis tout particulièrement les 3 agriculteurs qui ont fait pas mal de route pour venir nous rejoindre aujourd'hui. Quand on connaît un petit peu la Guyane, on sait que venir se réunir derrière un écran, ça peut nécessiter de parcourir de longues distances. En plus, je crois que la saison actuelle n'est pas forcément propice aux bonnes conditions de circulation. Donc vraiment, on vous remercie très chaleureusement d'être venu et de vous être rendu disponible. On remercie évidemment tous les participants qui nous ont suivis et puis qui ont posé des questions dans le chat. On a essayé de répondre, je pense, à la plupart des questions qui ont été posées. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui est prévu le mercredi 16 février à 13h30 heure de métropole. Et cette fois-ci, on s'intéressera à un sujet en lien avec l'autonomie alimentaire des territoires, donc un sujet un peu économique. Là aussi, dès que le programme sera complètement bouclé, on vous enverra toutes les informations sur le contenu et puis le lien d'inscription. N'hésitez pas à partager tout ça dans vos réseaux. Et puis, pour petit rappel, on vous invite aussi à partager l'actualité des réseaux RITA sur notre site coatis.rita-dom.fr. On donne rendez-vous aussi pour ceux qui prévoient de se rendre au Salon de l'agriculture à Paris. Donc, on va organiser nos traditionnelles rencontres RITA dans le cadre à côté et dans le cadre du salon. Donc, on vous donne rendez-vous si vous prévoyez de venir au Salon de l'agriculture. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Et puis, merci à tous, à toutes, et on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup.